pigeons s'aimaient à mi-temps. Et l'un d'eux fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit, bah, que voulez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux. Non point pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les soins changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage. Attendez les zéphyrs qui vous pressent. Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelques oiseaux. Je ne songerai plus que rencontre funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte et le reste. Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur, mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent. Il dit, ah, ne pleurez pas. Dans 3 jours au plus, mon âme sera satisfaite. Je reviendrai dans peu conter de point en point les aventures à mon frère. Je le désennuierai. Qui ne voit guère n'a guère à dire aussi. Je dirai, j'étais là, telle chose m'advint, vous y croirez être vous-même. À ces mots, en pleurant, il se dit adieu. Le voyageur s'éloigne. Mais voilà qu'un nuage l'oblige à chercher retraite en quelques lieues. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ, Alcar voit du blé répandu. Voit un pigeon au pré. Oh, cela lui donne envie, et il vole. Il est pris. Ce blé couvrait d'un large éventeur et tristes apparts. Bon, le lin était usé. Alors c'est bien que de son pied, de son aile, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelques plumes périt. Mais le pire du destin fut qu'un certain vautour, la serre cruelle, vu notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lin qu'il avait attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nus font à son tour un aide aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, et crut pour ce coup que ses malheurs finiraient avec cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge et son pitié, prit sa fronde et d'un coup tua plus de la moitié la malheureuse volatilité. Maudissant sa curiosité, traînant l'aile, tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis, s'en retourna. Quand bien que mal elle arriva, sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints. Je vous laisse à juger de combien de plaisirs ils payèrent leur peine. Amants, heureux amants, voulez-vous voyager? Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre, un monde toujours beau, toujours nouveau, toujours d'hiver. J'ai quelquefois aimé, mais je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le soleil, changé de bois, changé de lieu. Ah non, hélas. Hélas, quand reviendront de pareils moments? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah! Oh mon Dieu, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer? Ouais. Début de spectacle au Connétable le 6 juillet 2023. Bon spectacle. Et on débute par la pièce de Musset, Le Caprice, avec Elisabeth et Michael. Bonsoir, comte. Voulez-vous du thé? Je vous rends grâce. Je n'en prends jamais. Était-il amusant, ce bal? Oh, tout cela. N'y étiez-vous pas? Voilà une remarque qui n'est pas galante. Non, je n'y étais pas. Mais j'ai envoyé Mathilde.
que vos regards semblent chercher. Ah, vous plaisantez à ce que je vois. Plaît-il? Je vous demande pardon. Je tiens là un article d'une revue qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vraiment Mathilde est à ce bal? Mais oui, vous voyez que je l'attends. C'est singulier. Elle ne voulait pas sortir lorsque vous le lui avez proposé. Apparemment qu'elle a changé d'idée. Pourquoi n'est-elle pas allée avec vous? Parce que je ne m'en suis plus souciée. C'est donc passé de voiture. Non, je lui ai prêté la mienne. Avez-vous lu ça, monsieur de Chavigny? Quoi? C'est la revue des Deux Mondes. Un article très joli de Madame Sand sur les orang-outans. Sur les? Les orang-outans. Ah non, je me trompe. Ce n'est pas d'elle. C'est celui d'à côté. C'est très amusant. Je ne comprends rien à cette idée d'aller au bal sans m'en prévenir. J'aurais pu du moins la ramener. Aimez-vous les romans de Madame Sand? Non, pas du tout. Mais si elle y est, comment se fait-il que je ne l'ai pas trouvée? Quoi, la revue? Elle était là-dessus. Vous moquez-vous de moi, madame? Peut-être. C'est seulement à propos de quoi? Mais c'est de ma femme que je vous parle. Est-ce que vous me l'avez donnée à garder? Vous avez raison. Je suis très ridicule et je vais la chercher de ce pas. Bon, vous allez tomber dans la queue. Vous avez raison. Je ferai aussi bien d'attendre et j'attendrai. Savez-vous, monsieur de Chavigny, que vous m'étonnez beaucoup? Je croyais vous avoir entendu dire que vous laissiez Mathilde parfaitement libre et qu'elle allait où bon lui semblait. Certainement. Vous envoyez la preuve. Pas tant. Vous avez l'air furieux. Moi, par exemple. Pas le moins du monde. Vous ne tenez pas sur votre fauteuil. Je vous croyais un tout autre homme, je l'avoue. Et pour parler sérieusement, je n'aurais pas prêté ma voiture à Mathilde si j'avais su ce qu'il en est. Mais je vous assure que je le trouve tout simple et je vous remercie de l'avoir fait. Non, non, vous ne me remerciez pas. Je vous dis, moi, que vous êtes fâché. À vous dire vrai, je crois que si elle est sortie, c'est un peu pour vous rejoindre. J'aime beaucoup cela. Que m'accompagnait-elle? Eh oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais voyez comme nous sommes, nous autres. Nous ne voulons pas. Puis nous voulons. Décidément, vous ne prenez pas de thé. Non, il me fait mal. Tenez-moi. L'est-il, madame? Eh bien, donnez-moi. C'est bon. Posez ça là. Allons-nous au ministère ce soir. Je n'en sais rien. Ce sont de drôles d'auberges que ces ministères. On y entre et on y sort, sans savoir pourquoi. C'est une procession de marionnettes. Prenez donc ce thé à votre tour. Il est déjà à moitié froid. Vous n'y avez pas mis assez de sucre. Mettez-moi aux deux morceaux. Comme vous voudrez. Il ne voudra rien. Bien. Maintenant, un peu de lait. Êtes-vous satisfaite? Une goutte d'eau chaude à présent. Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi la tasse. La voilà. Mais il ne voudra rien. Vous croyez? En êtes-vous sûr? Il n'a pas le moindre doute. Et pourquoi? Ne vaudrait-il rien? Mais parce qu'il est froid et trop sucré. Eh bien, s'il ne vaut rien ce thé, jetez-le. Que vous m'amusez. Je n'ai jamais rien vu de si maussade. Ma foi, vous avez raison. Je ne suis qu'un sot. Je ne vous avais jamais vu jaloux, mais vous êtes comme un Othello. Pas le moins du monde. Je ne peux souffrir qu'on se gêne, ni qu'on gêne les autres en rien. Comment voulez-vous que je sois jaloux? Par amour-propre, comme tous les maris. Bah, propos de femme. On dit jaloux par amour-propre parce que c'est une phrase toute faite. Comme on dit votre très humble serviteur. Le monde est bien sévère pour ces pauvres maris. Pas tant que pour ces pauvres femmes.
Oh mon Dieu, si! Tout est relatif. Peut-on permettre aux femmes de vivre sur le même pied que nous? C'est d'une absurdité qui saute aux yeux. Il y a 1000 choses très graves pour elles qui n'ont aucune importance pour un homme. Oui. Les caprices, par exemple. Pourquoi pas? Eh bien oui, les caprices. Il est certain qu'un homme peut en avoir et qu'une femme... On a quelquefois. Croyez-vous qu'une robe est un talisman qui en préserve? C'est une barrière qui doit les arrêter. À moins que ce ne soit un voile qui les couvre. J'entends marcher. C'est Mathilde qui rentre. Oh que non, il n'est pas minuit. Qu'est-ce que c'est? Que me veut-on? Monsieur, on a porté ce colis pour monsieur le comte. Est-ce encore un cadeau qui vous arrive? À cette heure-ci, c'est un peu fort. Que diable est-ce que ça veut dire? Hé François, hé! Qui est-ce qui a porté ce paquet? Monsieur? Qui est-ce qui a porté ce paquet? Monsieur, c'est un portier qui vient de le monter. Il n'a rien avec, pas de lettres. Non, monsieur. Est-ce qu'il avait ça depuis longtemps, ce portier? Non, monsieur. On vient juste de lui remettre. Qui le lui a remis? Monsieur, il ne sait pas. Il ne sait pas. Perdez-vous la tête? Est-ce un homme ou une femme? Non, monsieur, c'est un domestique en livrée, mais il ne le connaît pas. Est-ce qu'il est encore en bas, ce domestique? Non, monsieur, il est parti sur le champ. Il n'a rien dit. Non, monsieur. C'est bon. J'espère qu'on vous gâte, monsieur de Chavigny. Si vous perdez votre argent, ce ne sera pas la faute de ces dames. Je veux être pendu si je comprends rien. Laissez, vous faites l'enfant. Non, je vous donne ma parole d'honneur que je ne devine pas. Oh, ce ne peut être que méprise. Est-ce que l'adresse n'est pas dessus? Ma foi, si, vous avez raison. C'est singulier, je connais l'écriture. Peut-on voir? C'est peut-être une indiscrétion à moi de vous la montrer, mais tant pis pour qui s'y expose. Tenez, j'ai déjà vu de cette écriture-là quelque part. Et moi aussi, très certainement. Attendez donc. Non, je me trompe. Elle s'en bâtarde ou en coulée? Fi donc, c'est une anglaise pur sang. Regardez-moi ces lettres-là, comme elles sont fines. Oh, la dame est bien élevée. Vous avez l'air de la reconnaître. Moi, pas du tout. Mais, remettons-nous de notre conversation. Il me semble que nous parlions caprice. Ce petit poulet rouge arrive au propos. Vous êtes dans le secret. Ah, convenez-en. Il y a des gens qui ne savent rien faire. Si j'étais de vous, j'aurais déjà deviné. Voyons. Soyez franche. Dites-moi qui c'est. Je croirais assez que c'est Madame de Blainville. Vous êtes impitoyable, madame. Savez-vous bien que nous nous brouillerons? Je l'espère bien. Mais pas cette fois-ci. Vous ne voulez pas m'aider à trouver l'énigme? Belle occupation. Laissez donc cela. On dirait que vous n'y êtes pas fait. Vous rémunérez lorsque vous serez couché, quand ce ne serait que par politesse. Merci, merci. Merci beaucoup. Début de spectacle au Connétable le 6 juillet 2023. Bon spectacle. Et on débute par la pièce de Musset, Le Caprice, avec Elisabeth et Michael. Bonsoir, comte. Voulez-vous du thé? Je vous rends grâce. Je n'en prends jamais. Était-il amusant ce bal? Oh, tout cela. N'y étiez-vous pas? Voilà une remarque qui n'est pas galante. Non, je n'y étais pas. Mais j'ai envoyé Mathilde, que vos regards semblent chercher. Ah, vous plaisantez à ce que je vois. Plaît-il? Je vous demande pardon. Je tiens là un article d'une revue qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vraiment Mathilde est à ce bal? Mais oui,
croyez que je l'attends? C'est singulier. Elle ne voulait pas sortir lorsque vous le lui avez proposé. Apparemment qu'elle a changé d'idée. Pourquoi n'est-elle pas allée avec vous? Parce que je ne m'en suis plus souciée. C'est donc passé de voiture. Non, je lui ai prêté la mienne. Avez-vous lu ça, monsieur de Chavigny? Quoi? C'est la revue des Deux Mondes. Un article très joli de Madame Sand sur les orang-outans. Sur les? Les orang-outans. Ah non, je me trompe. Ce n'est pas d'elle. C'est celui d'à côté. C'est très amusant. Je ne comprends rien à cette idée d'aller au bal sans m'en prévenir. J'aurais pu du moins la ramener. Aimez-vous les romans de Madame Sand? Non, pas du tout. Mais si elle y est, comment se fait-il que je ne l'ai pas trouvée? Quoi, la revue? Elle était là-dessus. Vous moquez-vous de moi, madame? Peut-être. C'est seulement à propos de quoi? Mais c'est de ma femme que je vous parle. Est-ce que vous me l'avez donnée à garder? Vous avez raison. Je suis très ridicule et je vais la chercher de ce pas. Bon, vous allez tomber dans la queue. Vous avez raison. Je ferai aussi bien d'attendre et j'attendrai. Savez-vous, monsieur de Chavigny, que vous m'étonnez beaucoup? Je croyais vous avoir entendu dire que vous laissiez Mathilde parfaitement libre et qu'elle allait où bon lui semblait. Certainement. Vous envoyez la preuve. Pas tant. Vous avez l'air furieux. Moi, par exemple. Pas le moins du monde. Vous ne tenez pas sur votre fauteuil. Je vous croyais un tout autre homme, je l'avoue. Et pour parler sérieusement, je n'aurais pas prêté ma voiture à Mathilde si j'avais su ce qu'il en est. Mais je vous assure que je le trouve tout simple et je vous remercie de l'avoir fait. Non, non, vous ne me remerciez pas. Je vous dis, moi, que vous êtes fâché. À vous dire vrai, je crois que si elle est sortie, c'est un peu pour vous rejoindre. Ah, j'aime beaucoup cela. Que m'accompagnait-elle? Eh oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais voyez comme nous sommes, nous autres. Nous ne voulons pas. Puis nous voulons. Décidément, vous ne prenez pas de thé. Non, il me fait mal. Tenez-moi. L'est-il, madame? Eh bien, donnez-moi. C'est bon. Posez ça là. Allons-nous au ministère ce soir? Je n'en sais rien. Ce sont de drôles d'auberges que ces ministères. On y entre et on y sort, sans savoir pourquoi. C'est une procession de marionnettes. Prenez donc ce thé à votre tour. Il est déjà à moitié froid. Vous n'y avez pas mis assez de sucre. Mettez-moi au deux morceaux. Comme vous voudrez. Il ne voudra rien. Bien. Maintenant, un peu de lait. Êtes-vous satisfaite? Une goutte d'eau chaude à présent. Est-ce fait? Donnez-moi la tasse. La voilà. Mais il n'osera rien. Vous croyez? En êtes-vous sûr? Il n'a pas le moindre doute. Et pourquoi? Ne vaudrait-il rien? Mais parce qu'il est froid et trop sucré. Eh bien, s'il ne vaut rien ce thé, jetez-le. Que vous m'amusez. Je n'ai jamais rien vu de si maussade. Ma foi, vous avez raison. Je ne suis qu'un sot. Je ne vous avais jamais vu jaloux, mais vous êtes comme un Othello. Pas le moins du monde. Je ne peux souffrir qu'on se gêne, ni qu'on gêne les autres en rien. Comment voulez-vous que je sois jaloux? Par amour propre, comme tous les maris. Bah, propos de femme. On dit jaloux par amour propre parce que c'est une phrase toute faite. Comme on dit votre très humble serviteur. Le monde est bien sévère pour ces pauvres maris. Pas tant que pour sa pauvre femme. Oh mon Dieu, si! Tout est relatif. Peut-on permettre aux femmes de vivre sur le même pied que nous? C'est d'une absurdité qui saute aux yeux. Il y a 1000 choses très graves pour elles qui n'ont aucune importance pour un homme.
par exemple. Pourquoi pas? Eh bien oui, les caprices. Il est certain qu'un homme peut en avoir et qu'une femme doit... On a quelquefois. Croyez-vous qu'une robe est un talisman qui en préserve? C'est une barrière qui doit les arrêter. À moins que ce ne soit un voile qui les couvre. J'entends marcher. C'est Mathilde qui rentre. Oh que non, il n'est pas minuit. Qu'est-ce que c'est? Que me veut-on? Monsieur, on a porté ce colis pour monsieur le comte. Est-ce encore un cadeau qui vous arrive? À cette heure-ci, c'est un peu fort. Que diable est-ce que ça veut dire? Hé François, hé, qui est-ce qui a porté ce paquet? Monsieur? Qui est-ce qui a porté ce paquet? Monsieur, c'est un portier qui vient de le monter. Il n'a rien avec, pas de lettres. Non, monsieur. Est-ce qu'il avait ça depuis longtemps, ce portier? Non, monsieur. On vient juste de lui remettre. Qui le lui a remis? Monsieur, il ne sait pas. Il ne sait pas. Perdez-vous la tête? Est-ce un homme ou une femme? Non, monsieur, c'est un domestique en livrée, mais il ne le connaît pas. Est-ce qu'il est encore en bas, ce domestique? Non, monsieur, il est parti sur le champ. Il n'a rien dit. Non, monsieur. C'est bon. J'espère qu'on vous gâte, monsieur de Chavigny. Si vous perdez votre argent, ce ne sera pas la faute de ces dames. Je veux être pendu si je comprends rien. Laissez, vous faites l'enfant. Non, je vous donne ma parole d'honneur que je ne devine pas. Oh, ce ne peut être que méprise. Est-ce que l'adresse n'est pas dessus? Ma foi, si, vous avez raison. C'est singulier, je connais l'écriture. Peut-on voir? C'est peut-être une indiscrétion à moi de vous la montrer, mais tant pis pour qui s'y expose. Tenez, j'ai déjà vu de cette écriture-là quelque part. Et moi aussi, très certainement. Attendez donc. Non, je me trompe. Elle s'en bâtarde ou en coulée? Puis donc, c'est une anglaise pur sang. Regardez-moi ces lettres-là, comme elles sont fines. Oh, la dame est bien élevée. Vous avez l'air de la reconnaître. Non, pas du tout. Mais, remettions-nous de notre conversation. Il me semble que nous parlions caprice. Ce petit poulet rouge arrive au propos. Vous êtes dans le secret. Ah, convenez-en. Il y a des gens qui ne savent rien faire. Si j'étais de vous, j'aurais déjà deviné. Voyons. Soyez franche. Dites-moi qui c'est. Je croirais assez que c'est Madame de Blainville. Vous êtes impitoyable, madame. Savez-vous bien que nous nous brouillerons? Je l'espère bien. Mais pas cette fois-ci. Vous ne voulez pas m'aider à trouver l'énigme? Belle occupation. Laissez donc cela. On dirait que vous n'y êtes pas fait. Vous rémunérez lorsque vous serez couché, quand ce ne serait que par politesse. Merci, merci. Merci beaucoup. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, mais oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Mes talons sont trop hauts. Ma taille trop cambrée. Mes seins beaucoup trop durs. Et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Oui, j'ai aimé un homme. Oui, un homme m'a aimé. Comme seuls les enfants simplement savent. Aimer, 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 aimer. Mais pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer.
Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Là, j'ai entendu un truc pas très aimable dans le fond là-bas. Répétez le mot un petit peu là, ce que je viens de dire. Hein? Ok. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant votre vie. Tout! La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelqu'un d'inutile. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, bondit, part, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, 2 bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait les ailes comme l'aigle. Il franchit l'eau sans bateau à la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous savez pas. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, il ouvre la porte, passe, entre, arrive. Et railleur, regardant l'homme en face, lui dit « Je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Quand on est heureux, mais vraiment amoureux, eh bien, il y a des moments où c'est tout de suite. Quand on a envie de lui faire savoir combien on l'aime et combien elle vous manque, surtout si c'est le début d'une vraie histoire d'amour et qu'elle n'habite pas la même ville que vous, alors il y a 2 solutions. Le téléphone ou le télégramme. Le téléphone, bien sûr, mais quoi de plus simple qu'un télégramme qu'elle pourra lire, garder, relire, apprendre par cœur, porter sur elle. Enfin, bon spectacle. Télégramme téléphoné 351, j'écoute. Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Pour la France. Oui, pour la France. Quel numéro êtes-vous? Odéon 2745. Adressé à Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Raoul. Oui. L'adresse 23 Square, Lamartine, Besançon. Département Le Doubs, je crois. Besançon, d'où le texte. Mon chéri. Comment? Mon chéri. Mon chéri ou ma chérie? Non, mon chéri. Bon, mon chéri. Comme une en-tête de lettres? Oui, si vous voulez. Mon chéri. Mon chéri 2 fois. Non, une fois, mademoiselle. Ensuite. J'entends le vent, je t'aime. J'entends le vent, je t'aime. Ensuite. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Attendez, depuis que tu es parti, la quoi? La statue. Comme une statue? Oui, comme une statue. La statue est toujours à la même place, c'est ça? Oui, c'est ça, mademoiselle. Eugène Sue me regarde, je t'aime. Eugène comme le prénom? Oui, Ensuite. Sue. Eugène Sue. Éplé. S comme Suzanne, U comme... Ursule. oui, et E comme Eugène. Su.
Oui, mademoiselle. Ensuite, Me regarde. Je t'aime. je t'aime. Je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alors 3 fois je t'aime. Oui, mademoiselle. Paul. C'est la signature. Oui. Je vous relis. Vous êtes Odéon 2745, adressé à Mademoiselle Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Raoul, 23 Square Lamartine, Besançon, Doubs. Mon chéri, je t'aime, la ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène Sue me regarde, je t'aime, je pense à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, signé Paul. Texte engagé politiquement. Tu sais, des fois, on va voter de temps en temps, puis on ne sait pas trop pour qui voter. Le texte que j'ai voulu lire, c'est un texte qui a pour but de dissiper les incertitudes qu'il y a dans nos esprits. Il faut écouter très attentivement si vous voulez que ça marche, sinon, des fois ça marche pas toujours. Le texte n'a pas de titre, mais comporte en exergue des phrases de Darwin, dit Voltaire. Soyons enfin clairs. Les Euménés de Bonada ont pour désagréables voisins les Nippos de Pomédée. Les Nibolis de Molaris et sont en soit que les Nippos de Pomédée, soit que les Rijabons du Carabule, pour amorcer une menace contre les Euménés de Bonada. Après, naturellement, cet allié a été victime de Rotrark. Et après avoir momentanément, et par engagement secret, neutralisé les belligérettes de Billiquette qui se situe sur le flanc du colline de Belay, qui couvre tout le pays des Euménés de Bonada et la partie nord-ouest du suritaire des Nippos de Pomédée. Au-delà du processus vestibule. La situation, naturellement, n'est pas toujours aussi simple. Car les Euménés de Bonada sont même traversés par 4 courants. Ce sont les Do-Euménés de Bonada, les Orodo-Euménés de Bonada, les Do-Robodé-Euménés de Bonada et les Do-Euménés de Bonada. Ces 4 courants ne sont pas en fait des bases, et se contrecarrent et se subdivisent, comme on pense bien, suivant les circonstances. C'est bien que l'opinion des Do-Robodé-Euménés de Bonada n'est qu'une opinion moyenne. Et peut-être vous ne trouverez pas 3 ou 4 Do-Euménés de Bonada qui la partagent. Enfin. Il y a aussi des opinions franchement d'opposition, en dehors des Dobobos, des Bomédés de Bonada. Ce sont celles des Rodobos des Bomédés de Bonada, avec lesquelles aucun accord n'a jamais pu se faire. Sauf, bien sûr, sur la manière de causer dont ils causent intarissablement. Allô? Allô, police? Ouais. Allô? Je vous appelle parce qu'il y a... J'ai trouvé un... sur mon tapis, Ouais, un quoi? un cadavre. Il y a un cadavre sur mon tapis. Ah ouais. Ah, c'est embêtant. Ah, oui, c'est embêtant. Il faut que vous fassiez quelque chose. Ce tapis. C'est le tapis de quoi? Mais... Comment? Le tapis de quoi? C'est mon tapis. Celui qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Oui, mais il est dans quelle pièce, le tapis? Dans la salle de séjour. Alors, c'est le tapis de la salle de séjour. Oui, c'est ça. Bon, c'est important, ça. Oui, c'est là que tout a dû se passer. Mon Dieu. Et je suppose que cette pièce est au milieu de l'appartement. Oui, au milieu. Bon, c'est important, ça aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez, au juste? Bah, je ne sais pas, moi. Il faut faire quelque chose. Ah oui, mais c'est que ce n'est jamais facile, ces choses-là. Ah, Surtout dans une salle de séjour qui est au milieu de l'appartement. D'abord, est-ce qu'il a saigné votre cadavre? oh oui. Il a saigné, c'est plein de sang partout. Et ça a coulé? Assez, oui. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Oui, Tout de suite. Mais alors, tout de suite, il ne faut pas attendre que ça sèche. Vous prenez une serpillière et un seau d'eau froide. J'insiste. Froide, pas chaude, froide. Et vous frottez. Et normalement, ça devrait partir. quoi? Qu'est-ce qui devrait partir? Le cadavre? Non, le sang. Mais voici le cadavre que je vous parle. Il faut faire quelque chose pour lui. Il est mort, votre cadavre. Que voulez-vous qu'on fasse pour lui? Mais l'enlever! Avec quoi?
Avec une grue peut-être? Vous imaginez ça d'ici? Une grue dans votre appartement? Mais je n'ai pas dit avec une grue. Alors quoi? Avec les mains peut-être? Et quel imbécile qui va risquer d'aller tâcher un costume pour ça? Soyons sérieux. Je ne sais pas. Je pensais que. Mais alors, qu'est-ce que je fais en attendant, moi? Ça, c'est pas difficile. D'abord, il faut mettre de la lumière. Pourquoi faire? Pour éviter qu'on se bute dedans, tiens. Les gens ne font jamais attention. Surtout les enfants. Il suffit de laisser traîner un cadavre au milieu de la maison et des tas de gens vont se casser la figure dessus. Et blanc, ça me fera plein d'autres cadavres sur les bras. Oui, mais après. Voyons, restons calmes. Il est de quelle couleur? Ben, blanc, je pense, c'est un Européen. Blanc? Un Européen? C'est une imitation alors? Une imitation de cadavre? Non, une imitation de tapis. Mais non, pas une imitation de tapis. C'est un vrai tapis avec un vrai cadavre au-dessus. Ah bon. Et c'est un tapis de quoi? Ben, de celle de séjour, je vous l'ai dit. Oui, mais un tapis d'Orient ou du Guatemala? Vous ne comprenez rien. Un tapis d'Orient véritable. De Turquie, avec des petits boutons, des petites chèvres, des petits chevaux, avec des petites boules et des petits losanges, en coloris naturel, en laine véritable, avec des franges sur les côtés, et le cachet d'anode sur la facture. Ah ah! Un tapis d'Orient avec un cadavre dessus. C'est grave. C'est très grave. Sûrement que c'est grave, puisqu'on l'a tué chez moi. Et vous dites qu'il a saigné beaucoup? Oh oui, partout. Alors il est foutu. Oui, il est mort. Non, le tapis, il est foutu. Je m'en fous, mais dites-moi ce que je dois faire. Si vous allez venir, ou si je dois venir vous chercher, ou si je dois appeler les pompiers, ou si je dois appeler Samu, ou si je dois... Voilà. Oui, c'est une bonne idée ça, les pompiers, oui. Appelez les pompiers, ils vont arranger tout ça. Ils vont enlever le cadavre? Non, mais ils pourront vous nettoyer tout ça avec grande eau. Et un grande eau froide. Et même votre cadavre qui sera tout propre comme un sous neuf après. Mais sacre Dieu de Saint-Christ, s'il vous plaît! Vous ne pouvez pas venir, vous? Ce n'est pas votre métier de... Mais je n'ai pas une entreprise de nettoyage industriel, moi, monsieur. Vous me prenez pour qui? Vous voulez ridiculiser la police? Et puis, d'abord, il se trouve où votre appartement? Boulevard Gérard. Et c'est un grand appartement. Vous habitez boulevard Girard, tiens. Oui. Et vous payez combien de loyer? 1900 € par mois. Mais je ne vois pas le rapport avec C'est que j'ai toujours eu l'intention d'habiter par là, avec ma femme et mes gosses. Mais 1900 € par mois, ça fait cher. Il faudrait que je prenne un appartement plus petit. C'est que dans la police, on ne gagne pas des milliers et des cents, vous savez. Et il faudrait aussi que je prenne un appartement sans cadavre. Ah, ça me fait pas rire. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais, moi? Essayez le sel. Pourquoi faire du sel? Bah, peut-être que le sang, c'est comme le vin, il faut l'éponger avec du sel. Mais je ne veux pas éponger, je veux que vous veniez. Je veux que vous l'enleviez, le cadavre, pas le tapis, sans eau, sans sel, et avec une voiture de police. Vous avez bien une voiture de police, même une toute petite... Une voiture de police. Une voiture de police, comme vous y allez. C'est que nous n'en avons que deux. L'une est en panne depuis 6 mois, et l'autre est en tournée pour la journée avec le brigadier qui est allé voir sa belle-sœur qui a accouché. Vous comprenez, je ne peux pas me déplacer comme ça. La police de nos jours, elle est moderne, elle ne se déplace plus à vélo. Puis qu'est-ce qui va rester ici à ma place? À prendre les appels comme le vôtre? La police est au service des gens tout de même. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si je n'avais pas été là? Mais qu'est-ce que je fais, moi, en attendant? Écoutez, on est samedi, c'est le week-end, de toute façon vous ne pourrez trouver personne. Alors rappelez lundi, hein, on s'occupera de vous. Mais pas lundi matin, parce qu'il faut le temps de se mettre en route. Vers 14h30, 15h, ça devrait le faire. En attendant, profitez vous aussi du week-end pour aller à la campagne par exemple. Votre cadavre, il ne va pas s'envoler tout seul pendant ce temps. Allez, je raccroche, hein, parce qu'on cause. Et vous occupez ma ligne. Je pourrais recevoir d'autres appels. Et la police est au service de tout le monde. Allez, pour dimanche, hein, ne vous inquiétez pas, on est là. Après le mot de Victor Hugo,
Je voulais vous faire découvrir un autre texte sur les mots de Victor Hugo. Il y a les mots, ceux que l'on a trop attendus, ceux qui ne sont jamais venus, ceux qui nous ont souvent déçus. Il y a les mots que l'on n'ose pas se dire, ceux qui nous font parfois souffrir, ceux que l'on cherche avant d'écrire. Il y a les mots, ceux que l'on glisse à son oreille, ceux qui promettent un doux réveil, ceux qui font briller le soleil. Il y a les mots, ceux que l'on entend certains soirs, ceux qui nous soufflent un brin d'espoir, ceux qui colorent un jour trop noir. Oui, il y a ces mots qui sont des vers et des chansons, qui sont teintés de doux frissons, qui sont nos cœurs à l'unisson. Un autre grand texte romantique de Victor Hugo. De Victor Hugo, le crapaud. Oh, yes. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme, en son brassière. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel, bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? L'eau miroitée mêlée dans l'herbe dans l'ornière, le soir se déployait ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli, tout s'apaisait, dans l'air, dans l'onde. Et, plein d'oubli, le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire. Un homme qui passait vit la hideuse bête, et frémissant, lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme, une fleur corsée, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme est asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse, l'aube dans les yeux, on a sa mère, on est des écoliers joyeux. Oh, que faire? Sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se sauvait au fond du chemin creux. C'était l'heure où dans les champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Oh, tuons ce vilain animal! Et puisqu'il est bien né, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à lui piquer d'une branche pointue, élargissant les trous de l'œil crevé, blessant les blessures. Ravi, applaudi du passant, car le passant riait. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a même pas un râle. Et le sang affreux, de toutes parts coulait sur ce pauvre être, ayant pour crime d'être laid. Il fuyait. Il avait une patte arrachée. Un enfant le frappait de sa pelle à l'ébrécher. Oh, son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt, la ronce effroyable à voir les cheminées. Oh, on eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action empirait la misère. Il put leur échapper, glissant le long des... L'ornière était béante. Il traîna ses plaies, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur les joues, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands aux petits criaient « Viens voir Philippe, viens voir Pierre, viens voir Pierre, on va pour la cheminée prendre une grosse pierre. » Un des enfants revint avec un gros pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé. Vous allez voir comment cela va faire. Or, à ce même instant, juste à ce point du jour, le hasard amenait un chariot très lourd, tiré par un vieux âne, maigre, éclopé et sourd. Cet âne, harassé, boiteux, lamentable,
après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Il tirait une charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Il avait dans les yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui est peut-être stupeur. Les lorgnières étaient creuses et si pleines de boue, et d'un versant si dur, que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait gémissant et la niait blasphémant. La route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant la roue et le pas, se tournèrent alors et virent la charrette. Oh, ne mets pas le pavé sur le crapaud. La voiture descend et va passer dessus. Oh, c'est bien plus amusant. Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud et, triste, hélas, penché sur un plus triste, il sembla le flairer avec sa tête basse. Se força, ce damné, ce patient, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre le misérable. Puis, d'un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre, échappé à sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Laisse-le vivre, sois bon ». Et comme en France tout finit par des chansons, une petite chanson. Une petite chanson qu'on va chanter, voilà, il y a un petit refrain. Pardon, pas de grossièreté s'il vous plaît, c'est notre gens poli. Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta par un beau voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, et la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux, péniblement, avaient fait 30 kilomètres, à l'hostellerie du cheval blanc, on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça laissait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant, voyageur toujours content. Lorsque la côte était dure, il descendait de voiture et poussait allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les 12 yeux à la belle, tandis que le curé se disait ça y est, ces deux-là je vais les marier. La petite diligence sur
sur tous les chemins de France, On y va enfin à Tours, et c'est tout le roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Si l'on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. Allez, une cocotte. Oui, vous avez la Mais merci à tous. Voilà, ce bon moment.